Nous avons dans le studio Yves Clément, président du MoDem, pour parler notamment du MoDem dans ces départementales. Yves Clément, une esquisse de réponse? Oui, une esquisse de réponse. Bonsoir d'abord. Une Bonsoir. esquisse de réponse sur le plan européen, puisque c'est l'une de mes thématiques favorites. Il y a en ce moment lancé depuis quelques semaines un projet d'initiative citoyenne européenne qui va dans le sens de ce que vous dites en ce moment, pour obliger un certain nombre d'entreprises ou de conglomérats à déclarer plus et mieux, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, de manière à ce qu'effectivement tous ces paradis fiscaux soient progressivement neutralisés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire que chacun de l'ensemble des citoyens de l'Union peut la signer, et s'il y a suffisamment de signatures, ça oblige la Commission européenne à se saisir du sujet et à faire une proposition qui passe après ou non devant le Parlement. Mais est-ce qu'il faut vraiment attendre une pétition pour agir? Non, mais c'est bien que Si l'ensemble des les citoyens élus- Oui, mais je pense se qu'une bougent, quoi, bonne aussi. partie des citoyens sont conscients de ce problème. Après, c'est est-ce que les hommes politiques, ou enfin les élus, comme on les appelle, ne devraient pas aussi prendre leurs responsabilités et agir pour le peuple, par le peuple et... La qu'on appelle force la du démocratie, politique. Ben oui, c'est Qu'on ça. dit. Si, mais bien sûr, bien sûr. Votre élection, c'était donc le 9 décembre dernier. Oui, j'ai pris la date Oui, en voilà, tête. au début décembre en tout cas. On avait suivi ici les péripéties, quelques adhérents du MoDem. Nous avions même eu par téléphone M. Lefebvre, l'ancien président, Bernard Lefebvre, l'ancien président du MoDem. Et voilà, on se disait, c'est un parti qui... Le centre à Orléans, ça veut dire quelque chose. Mais le MoDem en lui-même, voilà, c'est un petit parti. C'est le centre du centre. C'est le centre du centre. Mais on se demandait pourquoi il y avait autant de bisbilles autour de cette présidence. Les discussions étaient vives, non? Oui, d'abord peut-être pour rappeler que je fus le président du MoDem jusqu'en 2004, au moment où j'ai démissionné. Puis, et puis là, je suis donc... à nouveau président. Oui, comme dans tous les mouvements politiques, comme dans toutes les associations, oui. au moment où il y a des élections, il y a des gens qui se présentent. Heureusement, j'allais dire, c'est démocratique. Hein. Bien sûr, et puis, c'est la voilà, démocratie. ensuite, l'élection se fait et il y en a un ou une qui est élu. Voilà. Oui, non, mais enfin, moi, je me rappelle pourquoi vous aviez démissionné à l'époque, Oui. en 2005, mais les auditeurs peut-être pas, alors, rappelez. J'avais démissionné en 2004, juste avant les élections régionales. Parce que j'ai eu une divergence importante avec le siège national de mon mouvement sur les têtes de liste ici en région. Et j'ai considéré que, à partir du moment où ils avaient fait un choix, moi, en tant que président local, président départemental, je ne pouvais pas rester président et emmener les troupes au combat puisque je n'étais pas d'accord avec le choix qui avait été fait. Un politique, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? Ouais, tu vois. C'est Moi, ça. j'ai fait ouvert ma gueule, puis démissionner. Bon, alors, voilà, vous revenez à la tête de ce parti avec pas mal de problèmes également. Le MoDem, aux dernières municipales, notamment à Orléans, c'est singulièrement scindé en deux ou même en trois. Certains partant avec le maire sortant de l'époque et réélu Serge Grouard, d'autres partant avec la candidate socialiste Corinne Leveleux-Texera. Et d'autres partant avec Tahar Ben Chaban, indépendant. Oui, tout à fait, oui. Vous aviez quelle position à l'époque, vous? Moi, je n'étais pas concerné, je ne suis pas orléanais. Oui, c'est vrai, vous êtes Olivetain, c'est vrai. Voilà. Vrai. Et pourquoi vous n'êtes pas allé au municipal à Olivet, vous? Parce que j'ai considéré que j'ai déjà été élu. Hein. J'ai été adjoint au maire d'Olivet, j'ai été conseiller général. Il y avait une époque d'implication politique à travers ces mandats. Après, j'ai fait autre chose, y compris des engagements militants syndicaux et européens. Voilà, il y a des moments pour des choses différentes dans la vie. Oui. Alors, le MoDem, globalement en France, hein, on dit que l'UDI, qui est l'autre partie du centre maintenant, siphonne vos troupes. C'est quoi la réalité? C'est vrai? Peut-être un tout petit peu d'histoire. Oui, allez-y. Le MoDem, il est né en 2007. Alors, je ne suis pas très bon sur les dates quand je dis on fait faire de l'histoire, ça commence mal. Le MoDem, il est né en 2007 ou 2008, enfin bref, par transformation de ce qu'était à l'époque l'ancienne UDF. Et l'UDF s'est transformée, un certain nombre de gens ont rejoint, et il y a eu cette création du MoDem impulsée par François Bayrou.
Ah, oui, allez-y. Oui, et puis donc tout ça a vécu avec la grande époque de la présidentielle de Bayrou qui avait fait 19%. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça, absolument. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre de ténors du MoDem qui n'ont pas voulu forcément quitter le MoDem, mais qui ont voulu quitter François Bayrou ou qui ont divergé par rapport à François. Et donc qui ont créé le nouveau centre. Voilà. Puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'agglomérations, j'allais dire, de différents partis, le Nouveau Centre, le Parti Radical, etc., au sein de l'UDI, sous l'impulsion de Borloo. Voilà comment tout ça s'est créé. Alors, je ne sais pas si... Il y a vraiment des divergences politiques ou pas entre le MoDem et l'UDI? Moi, j'en sens relativement peu sur toutes les questions de fond, les questions de société, les questions d'Europe, les questions de fiscalité. Voilà, je sens relativement peu de différence. C'est pour ça que, à titre personnel, je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra à nouveau être capable de travailler ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'avait impulsé il y a un peu plus d'un an Borloo et Bayrou lorsqu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont mis en avant ce mouvement qui s'est appelé l'Alternative, qui est allé ensemble aux élections européennes. La différence est peut-être aussi alliance ou pas avec l'UMP, qui est le principal parti de droite, si on exclut le Front National. Probablement parce que si on entend les ténors de l'UDI, ils disent « notre partenaire naturel, c'est l'UMP ». En ce qui concerne le MoDem, nous ne sommes pas aussi net que ça. Nous voulons, en ce qui nous concerne, rassembler des gens de sensibilités différentes qui veulent transformer, qui veulent rénover la politique. Ils peuvent être à l'UMP, mais ils peuvent être aussi au PS ou être nulle part. C'est un peu notre différence. Ouais, mais disons-nous la vérité, Yves Clément, si c'est peut-être une question pour ou contre Nicolas Sarkozy. Si c'est Alain Juppé qui est candidat de l'UMP aux élections, vu les relations qu'il a avec François Bayrou, le MoDem ira vers l'UMP. Alors ça, c'est tout à fait probable. Ouais. Mais je ne crois pas qu'on puisse réduire... en tout cas, moi, je ne veux pas qu'on réduise les mouvements politiques ou les idées politiques à des questions d'hommes ou de femmes. Mais c'est malheureusement ce qui se fait souvent en politique, dans tous les partis d'ailleurs. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler du Front National. Le Front National, c'est Marine Le Pen. Et avant, c'était Jean-Marie Le Pen. Voilà. Le MoDem, c'est Bayrou. Et d'ailleurs... il y a une très grande différence chez le citoyen lambda, j'allais dire, c'est-à-dire nous tous, entre la perception du MoDem et la perception de François Bayrou. Vous avez beaucoup plus de gens en France qui connaissent, apprécient, soutiennent les idées de François Bayrou que celle du MoDem. Et pourtant, François Bayrou est le président du MoDem. Donc ça pose aussi des questions à l'intérieur de notre mouvement politique qui lui aussi doit évoluer, aller de l'avant, chercher d'autres solutions, etc. Oui, on a commencé cet entretien par le national, mais on va continuer un peu. Vous disiez le Front National. Alors le point de vue du MoDem sur le Front National, c'est non, jamais, non. Bah jamais, oui, enfin, jamais. Il n'y a même pas de discussion possible. Oui, c'est ça. C'est la question. Enfin, je ne sais même pas si la question a pu se poser un jour. Par contre... Parti républicain ou non alors, aussi, pour le Front National? Est-ce qu'il faut un front républicain systématiquement pour les prochaines élections? On en parle pour les cantonales. Est-ce que vous considérez le Front National comme un parti républicain ou non? C'est aussi une des grandes questions qui... Oui. Moi, cette question, je ne sais pas répondre à cette question. Le Front National, il existe, ça n'est pas un parti interdit. Voilà. Il a un certain nombre d'élus. Donc sur ce plan-là, on peut considérer que c'est un parti entre guillemets républicain. Mais les idées qu'il véhicule sont pour moi des idées qui ne sont pas républicaines, qui sont anti-républicaines. Et c'est pour ça que je le combats. Je ne combats pas la personne de Marine Le Pen ou de je ne sais pas qui. Je combats les idées. Mais le Front National qui risque d'être en tête, en tout cas au premier tour, aux prochaines dans de très nombreux cantons. Oui, absolument. Et pas forcément que dans notre département. Ben ça vous fait quoi? Ben, ça me fait quoi? Ça me fait penser que nous tous, collectivement, dans les mouvements politiques, et nos élus particulièrement, on ne sait pas, on n'a pas su
écouter, entendre et apporter des bonnes solutions. Parce que tout le monde dit ça maintenant aujourd'hui, c'est une réalité. Mais voilà, une fois qu'on a dit le Front National va être en tête au premier tour, ce qui est probablement vrai, ça reste du constat. Hein, ça reste du constat. Bon, alors, moi, je crois qu'il faut retourner au contact de monsieur et madame tout le monde. Pourquoi est-ce que madame Machin, qui habite dans la commune du fin fond de la Beauce où il y a 350 habitants, elle va aller voter Front National? Et les Vous avez une réponse concernés par le chômage, je dis, ce sont les questions qu'il faut se poser. Oui. Hein, et il faut aller discuter avec ces gens-là, leur dire pourquoi vous votez Front National? Vous avez peur de quoi? Quelle solution on vous a pas apporté? Enfin, voilà, mais elle va vous répondre, moi je sais, hein, puisque j'ai posé la question à certains, hein, dans certains bleds que j'ai. On va dire, il y a beaucoup d'immigrés, mais pas dans ma ville, mais à côté, à 10 km. Elle va vous dire qu'elle n'a pas de travail, parce que le fiston n'a pas de travail. Ah, vous avez des réponses à ça? Je pense que les réponses, il faut justement les trouver collectivement en se mettant tous ensemble. C'est ça, pour revenir un peu sur le Front républicain qu'évoquait Julien, je ne sais pas si c'est la bonne définition pour moi en tout cas, mais je pense qu'on ne transformera ce pays qui est complètement englué. Alors on parle sur le plan politique, mais on pourrait parler sur le plan syndical ou associatif ou militant d'une manière générale. Hein. Il n'y a plus personne dans les associations, il n'y a plus de militants, il n'y a plus de bénévoles, il n'y a plus... Voilà. Si on veut, ouvrir tout ça et redonner confiance aux gens, il faut aller discuter avec eux, il faut se mettre tous ensemble pour travailler. Et c'est bien une bonne difficulté parce que, par définition, le parti politique, quel qu'il soit, son intérêt, c'est d'être le plus fort tout seul. Les cantonales, on en parle maintenant. Le MoDem n'a pas présenté... Les départementales, pardon. Oui, c'est vrai que ça tout change. Tout change. Il reste des cantons, mais c'est l'élection est départementale. Absolument. Et le conseil général, dès que les conseillers départementaux seront élus, deviendra un conseil départemental. Oui, parce que ça finit en fin 2015. Il n'y a plus de conseil départemental. Ça va être là. Ouais, non, mais c'est le conseil général, oui. Dès cette élection-là, dès l'élection du futur président, ça va s'appeler conseil départemental. Ceci dit... c'est peut-être du détail, mais c'est peut-être plus lisible quand même que ça s'appelle conseil départemental plutôt que conseil général. Oui, bon, et l'existence des départements, pour vous, ça a du sens? Il y a cette discussion là sur ce débat sur le millefeuille territorial. Moi, depuis longtemps, je suis partisan, y compris quand j'étais conseiller général, de la fusion des conseils généraux avec les conseils régionaux. Parce que je pense que les mêmes élus, c'était pas une question d'économie, parce que l'économie, elle est absolument infime sur les indemnités des élus. Hein. Mais je pense que ça avait du sens que les mêmes élus de terrain puissent gérer les compétences des départements et des régions en même temps. Ça aurait donné certainement, ça aurait fait quelques économies, ça aurait donné du sens à la politique et ça aurait permis certainement de mieux gérer, ou ça permettrait de mieux gérer un certain nombre de choses. Objectivement, aujourd'hui, que les départements s'occupent des collèges, que les régions s'occupent des lycées, je ne vois pas bien la différence. Hein, en termes de personnel, en termes de bâtiments, en termes de transport, de salles de sport, c'est la même chose. Donc il y aurait une seule collectivité locale. Il y a quand même quelques changements en termes de transport. L'aire d'un lycée est beaucoup plus grande que l'aire d'un collège. Sur les transports, ça induit des transports plus longs. Il y a souvent plus d'internats dans des lycées. Il y a quand même des choses différentes. On ne voit pas après l'aménagement du territoire forcément de la même façon quand on a à amener des lycéens pour un lycée ou des collégiens pour un collège. Oui, mais les transports ne sont pas, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ne sont pas à la charge des collectivités locales. Enfin, sauf par exemple le transport des collégiens handicapés pour les conseils généraux. Mais ce que je veux dire, c'est que le conseil général d'un côté, le conseil régional de l'autre, son boulot, c'est de construire des bâtiments, de les entretenir et de gérer l'aspect matériel, administratif, restauration, etc. Pour moi, je ne vois pas de différence entre un collège et un lycée, sauf la taille, bien sûr. Hein. Et je pense que les élus des deux collectivités et les personnels administratifs seraient capables de faire ça. Et je ne vois pas pourquoi
à un moment ou à un autre, on ne dirait pas c'est, par exemple, la région qui gère tout ça. Alors, le MoDem ne présente pas des candidats partout, dans tous les cantons. Dans le Loiret? Oui, dans le Loiret. Oui, parce que dans les autres départements, je ne sais pas, en fait. Oui. non, on en était venu au local. Alors, ouais, non, mais dans le Loiret, on va donc avoir... Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on est dans une élection complètement délirante, complètement kafkaïenne. Hein. Juste pour redire, c'est pas qu'une question de nom, hein, c'est pas simplement parce que le Conseil général devient Conseil départemental. Il y avait 41 cantons qui ont été redécoupés, il y en a plus que 21. Donc on n'est plus sur les mêmes territoires géographiques. OK, premier changement. Et deuxième changement, changement du mode d'élection, hein, avec non plus un ou une candidate avec un ou une suppléante, mais un binôme qui se présente avec un binôme suppléant. Donc, c'est difficile de comparer ou de regarder par rapport au passé. Le seul point positif de ça, de mon point de vue, c'est que le binôme va forcément entraîner la parité dans l'Assemblée Conseil général. On a déjà maintenant la parité dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux. On ne l'avait pas dans les conseils généraux, et en particulier au Conseil général du Loiret, où il y a très peu de conseillères générales par rapport aux conseillers généraux. Donc ça va être une bonne chose. La parité va être enfin une réalité. Maintenant, pour revenir sur la présence du MoDem dans cette élection, on y a réfléchi. Alors d'abord, objectivement, parce que ce n'est pas la peine de raconter des histoires, on était, nous, en novembre et décembre, pris par nos élections internes. Donc on n'a pas vraiment eu le temps, on va dire ça comme ça, de préparer l'élection au conseil départemental. C'est comme ça, c'est un état de fait. Deuxièmement, je fais partie des gens qui pensent, et le conseil départemental était d'accord avec moi, que ce n'est pas la peine d'aller présenter du monde pour présenter du monde. Je veux dire, quand on se présente à une élection, c'est parce que, un, on a envie d'y aller, et deux, on a l'appétence, les compétences, voilà. Quand on n'a pas des gens qui ont suffisamment d'envie ou qui sont suffisamment prêts, c'est pas la peine d'aller mettre du monde pour mettre du monde. Je pense que ça sert vraiment à rien. Donc en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes présents sur 3 des 21 cantons. L'un des cantons qui est la fusion des 2 anciens cantons d'Amilly et Chalette-sur-Loing, où on a un jeune garçon qui s'appelle Cyril Faure, qui est candidat comme titulaire. Et nous sommes présents dans 2 des cantons d'Orléans. Je ne vous dirai pas les numéros des cantons parce que je ne suis pas encore au point là-dessus. Enfin, grosso modo, nous avons sur 2 des cantons d'Orléans, dans un canton, une femme, Martine Arsac, dans l'autre, un homme, Valminoumi, qui sont... alors on dit suppléant, mais en fait la loi dit remplaçant. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est que le MoDem ne prendra pas de position politique pour ces élections, ou vous allez soutenir, parce qu'on va vous demander à un moment ou à un autre, Mais, enfin, si vous soutenez tel ou tel candidat, tel ou tel politique, vous soutenez d'autres partis politiques sur d'autres cantons? Alors, sur la ville d'Orléans en tant que telle, sur les 4 cantons d'Orléans en tant que telle, la position qui a été prise a été de soutenir la majorité municipale en place, puisque nous sommes, entre guillemets, aux affaires avec la municipalité en place. Il y a quand même une certaine logique pour les élections départementales à avoir la même attitude et le même positionnement. Madame Arsac et Monsieur Noumi sont donc conseillers municipaux ou même adjoints, je crois, à la mairie d'Orléans. Ils sont conseillers municipaux de la ville d'Orléans, Valminoumi étant adjoint, oui, effectivement. D'accord, très bien. Donc. Et puis, sur le canton Chalette-Amilly, notre candidat, Cyril Faure, est un jeune homme qui est adhérent du MoDem, qui s'était présenté aux élections municipales de Chalette-sur-Loing, je crois, et qui part en binôme avec une dame classée au centre, classée à droite ou au centre droit, je ne sais plus. Ouais. Voilà. Une dernière question sur le MoDem concernant encore ces cantonales. Je sais qu'il y a eu ce débat-là lors de l'élection qui vous a porté à la tête du MoDem. Certains soutenaient l'idée que ça n'avait pas de sens d'avoir un MoDem 45, donc un MoDem du Loiret, mais un MoDem régional. Oui, ça c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est posé, mais j'avais déjà proposé il y a 7-8 ans, je crois, avec Jacqueline Gouraud,
sénatrice MoDem du Loir-et-Cher, j'avais proposé que progressivement, on aille vers une régionalisation de notre mouvement politique. Parce que je pense, moi, que... Ça avait quoi comme avantage ? Mais je pense que la vie politique, et on commence à le voir là, elle va progressivement être articulée autour, j'allais dire, au niveau de base, la commune et son intercommunalité. La région qui va structurer le territoire, on parlait tout à l'heure de structure des transports par exemple, c'est la région qui gère les infrastructures, qui gère les fonds européens maintenant. Donc pour moi, la région, c'est vraiment la collectivité locale d'avenir, entre guillemets. Et on avait considéré qu'un mouvement politique, en l'occurrence le MoDem, se devait de se caler sur ce qu'il souhaitait que soit l'avenir des collectivités territoriales. Et donc, il y a eu un référendum interne au sein des 6 départements de la région centre, des adhérents MoDem. Ce référendum a donné un résultat positif. Donc, on s'en va vers une régionalisation du MoDem dans les 2 ans qui viennent. Ah, ça va se faire donc. Voilà, ça va se faire. Ça s'est déjà fait, je crois, dans 2 autres régions de France, mais je ne voudrais pas dire des bêtises, en particulier, je crois, l'Alsace. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne si vous voulez bien. Dans un instant, nous allons parler de l'Europe parce que pendant longtemps, vous avez eu des fonctions européennes. Oui, j'en ai toujours. Ah, c'est vrai ? Oui, je suis maintenant vice-président national du mouvement européen France. France, vous en étiez le président. J'étais le président du Loiret. Et je viens de passer la main parce que j'ai considéré que ça ne serait pas sain d'être à la fois président du MoDem, qui est un parti politique, et président du mouvement européen, qui est un mouvement transpolitique. Ah oui, un mot, j'allais oublier, parce que on m'a envoyé cette question-là avant le début de notre entretien, sur le cumul des mandats. Est-ce qu'il y a des problèmes de cumul chez vous ? Il y a certains chez vous qui s'émeuvent du fait que vous présentez des candidats qui vont cumuler, je ne sais pas. Oui, donc il s'agit de ceux d'Orléans, forcément. Alors, il s'agit des 2 d'Orléans dont j'ai bien dit qu'ils étaient suppléants. Voilà, c'est pour ça que c'est un cumul qui n'en est pas vraiment un, quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut éviter le cumul des mandats et que la dernière loi qui avait été adoptée, qui interdit maintenant d'avoir 2 fonctions exécutives en même temps, par exemple... Comment dire, intéressé à l'Europe, même très influent. J'allais dire, un ancien président du mouvement pour l'Europe du Loiret, d'Orléans ou du Loiret ? Du Loiret. Voilà. Oui, on va y aller tout de suite. Hein. L'Europe, c'est quoi l'Europe ? On voulait faire le focus sur ce qui s'est passé avec la Grèce. Voilà un gouvernement de gauche radicale qui est élu par le peuple et largement, qui arrive et qui bute sur le fait de remplir ce qu'il a proposé au peuple parce que l'Europe dit non. C'est ça l'Europe ? Mais d'abord, ce gouvernement, il est élu de manière démocratique. Donc il faut évidemment que les 27 autres membres de l'Union européenne respectent le choix qui a été fait par le peuple grec. C'est la première chose. D'autant plus que je voudrais quand même rappeler que la Grèce, c'était le berceau de la démocratie, mais elle n'est redevenue démocratie qu'après une période très douloureuse, très difficile, qui est ce qu'on appelait le régime des colonels, entre 67 et 74. La dictature des colonels. Et donc, voilà, il y a eu un vote qui a porté Alexis Tsipras à la tête du gouvernement. Je voudrais juste dire que pour ceux qui ont suivi les dernières élections au Parlement européen, il y avait cette année une nouveauté, c'est qu'il y avait un fléchage pour savoir qui serait le futur président de la Commission. C'est aujourd'hui Jean-Claude Juncker. Et dans les candidats à la présidence de la Commission, il y avait Alexis Tsipras. Et je ne sais pas si vous vous souviendrez de ça, mais dans les tables rondes qu'il a fait, avec les autres d'ailleurs, Alexis Tsipras a été relativement brillant et il avait une position en tant que candidat à la présidence de la Commission qui était une position très pro-européenne. C'est pas parce que la Grèce est dans des difficultés importantes, qui sont d'ailleurs
en partie dû aux décisions de l'Union européenne, je vais y revenir, qu'il faut dire que le peuple grec est contre l'Europe ou est anti-européen. Le peuple grec, il est dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, il souffre de décisions qui ont été prises parce qu'elles ont été prises de manière trop forte, trop radicale. Par l'Europe? Par l'Union européenne. Par l'Union européenne. Mais c'est cette Europe-là que vous défendez. C'est cette Europe-là que je défends parce que c'est aussi à chacun des pays membres de faire son boulot chez lui. Je ne sais pas si on reviendra sur la situation en France, mais puisqu'on parle de la Grèce, si la Grèce est dans la situation qu'elle a connue avant 2007, c'est parce que au moment de son entrée dans la zone euro, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. La Grèce est rentrée dans l'Union européenne en 1981. En 2001, elle est rentrée dans la zone euro. Et pour rentrer dans la zone euro, tout candidat à la zone euro doit respecter un certain nombre de critères. On est maintenant très nombreux à dire que les critères de l'époque, bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont fermé les yeux ou qui étaient aveugles ou que ça arrangeait tout le monde. Toujours est-il qu'en 2001, la Grèce ne remplissait probablement pas. Je vais quand même prendre cette précaution-là. Notamment les critères de Maastricht. Les critères pour rentrer dans la zone euro. Aujourd'hui, elle est dans la zone euro. Et la zone euro est une zone de solidarité. Et je suis en désaccord total avec l'expression de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui dit qu'il faudrait que la Grèce sorte de la zone euro. Si la Grèce sort de la zone euro, ça n'aura un impact que très faible pour l'Union européenne et pour la zone euro elle-même. Mais pour le peuple grec, ça sera absolument terrible parce que ça veut dire que sa dette, elle va augmenter de manière phénoménale parce que, évidemment, la monnaie ne vaudra plus rien. Donc, ce qu'il faut probablement faire, c'est trouver un certain compromis, je pense que c'est ce qui est en train de se faire, entre les engagements qui ont été pris par les dirigeants grecs jusqu'à présent, parce que des engagements pris par des dirigeants, les dirigeants qui viennent en place doivent les tenir, c'est vrai comme en France, c'est vrai en Allemagne, etc. Mais il faut permettre au peuple grec de retrouver sa fierté et sa dignité, et il est juste de dire que ce qui a été imposé au peuple grec, parce qu'on a appelé la Troïka, oui, le FMI, la Banque européenne et l'Union, ont été trop durs, trop forts. Mais en même temps... Personne ne l'a dit à l'époque. Aucun des pays membres de l'Union. Par exemple, la Confédération européenne des syndicats à Bruxelles, voilà, dans laquelle je siège, l'a dit de manière assez forte. Alors, du coup, vous êtes écouté par qui alors ? C'est toujours le problème des groupes de pression, c'est-à-dire qu'à un moment on dit des choses, on est écouté, on l'est moins, etc. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les dirigeants grecs doivent faire un certain nombre de réformes, comme les dirigeants français. Mais ils ne disent pas le contraire, doivent faire des réformes. Il me semble qu'ils ne disent pas le contraire. Vous vous rendez compte quand même que... Non, je crois qu'ils ne disent pas le contraire. Maintenant, reste à savoir s'ils vont pouvoir le faire, parce que dans la campagne, Alexis Tsipras a développé un certain nombre de positions, d'idées. Des idées simples. Oui. Donner la retraite aux gens, éviter que les gens meurent au coin de la rue. Je veux dire, c'est le minimum. Oui. Et personne, en l'Europe, Yves Clément, encore une fois, que vous défendez, personne n'a eu l'impression... Enfin, tout le monde lui dit non. J'ai l'impression, non ? Non, c'est pas ça. Moi, je crois que, si j'ai bien compris, ces positions-là d'Alexis Tsipras, elles sont... J'allais dire juste, elles sont légitimes. Mais dans le même temps, il faut que les réformes qui traînent depuis des années en Grèce se fassent. Par exemple, il y a un certain nombre de lois qui permettent à certaines grandes fortunes, notamment les armateurs, de ne pas payer l'impôt. Deuxième chose, l'Église orthodoxe grecque,
qui n'est pas qu'une église, mais qui est aussi propriétaire de nombreuses activités, de nombreux bâtiments, qui a des fonds importants, etc., etc., il y a une réglementation spécifique qui fait elle aussi, elle échappe à un certain nombre d'impositions. Il n'y a pas en Grèce de cadastre, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir d'impôt foncier, puisque personne ne sait à qui appartient quoi, et que, surtout, il ne faut pas y toucher. Toutes ces réformes structurelles qui n'ont pas été faites, je pense à un certain nombre de choses qu'on pourrait faire en France, d'ailleurs, en disant ça, toutes ces réformes structurelles qui n'ont pas été faites, elles doivent être faites. Et si elles sont faites, il y aura effectivement les rentrées financières suffisantes pour que, à la fois, la Grèce rembourse ses emprunts, mais aussi pour que le peuple grec puisse avoir des revenus décents, une retraite décente, une sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en ce moment et ce qui est absolument anormal. Julien ? Mais donc, en fait, on devrait arrêter aussi peut-être de dialoguer ou d'essayer de faire des accords avec le FMI, parce que c'est ce type d'institution qui favorise tout le contraire de ce que vous venez de dire. Et à travers le monde, le FMI a depuis déjà des dizaines et des dizaines d'années imposé ce genre de pratiques ultralibérales qui ont à chaque fois amené des pays dans le chaos. Enfin... Alors, je connais pas suffisamment le FMI pour me prononcer sur les actions du FMI, par exemple en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais en ce qui concerne l'Europe, en tout cas, enfin l'Union européenne, moi je fais partie des gens qui pensent que l'Union européenne est suffisamment intelligente, structurée, avec des moyens, etc., pour être en capacité de ne pas dépendre du FMI, de se passer du FMI et de travailler sans le FMI. Je veux dire, aujourd'hui, l'économie de l'Union européenne est suffisamment charpentée, suffisamment bâtie pour pouvoir, édicter ses propres règles internes et mettre en place cette solidarité. D'ailleurs, l'Union européenne, au départ, c'est une idée de solidarité. C'est pour qu'il n'y ait plus à nouveau de guerre, pour qu'il y ait la paix et la croissance. C'est comme ça qu'est née l'Union européenne. Donc, il faut que l'Union européenne se dote d'outils financiers, elle a commencé à le faire, mais pas suffisamment, pour progressivement être en capacité de ne pas, par exemple, dépendre du FMI. Mais enfin, le FMI faisait partie de la Troïka quand même. Absolument. Et non seulement en Grèce, mais avant au Portugal. Et l'Espagne aussi, non ? Ils sont pas intervenus en Espagne. Bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est de fait, quoi. Mais voyez, vous venez de parler de l'Espagne et du Portugal, qui ont des régimes politiques différents de celui de la Grèce. Et donc comme ça permet d'élargir le propos. C'est pas une histoire de couleur politique. La Grèce et l'Espagne ont aussi eu recours au FMI, entre autres, et à l'Union européenne pour sortir de la situation dans laquelle ils étaient. L'Espagne et le Portugal n'ont d'ailleurs pas eu les mêmes attitudes internes. Mais aujourd'hui, ils sont sortis du chaos, j'allais dire. En particulier, le peuple portugais a fait beaucoup d'efforts. À quel prix ? Oui. En acceptant des mesures ultralibérales, notamment. En acceptant des mesures ultralibérales, mais en ne cassant pas ce qui existait. Or, aujourd'hui, en Grèce, l'aide européenne, elle est arrivée et les dirigeants grecs, ceux d'avant Tsipras, n'ont pas mis en place un certain nombre de réformes qui auraient permis de rendre plus saine l'économie, de faire payer l'impôt à ceux qui ne le payent pas, par exemple. Je veux dire, c'est un vrai scandale en Grèce, l'impôt. C'est un vrai scandale. Et pourtant, l'ancien gouvernement, dirigé par des conservateurs, avait l'aval de la majorité des pays européens. Ah, même sur bien les sûr. dernières élections. Bien sûr. Bah, c'est ça, ne rien comprendre. Pourquoi il ne... Voilà, Ben oui, mais je crois qu'on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Faire de la politique et être en situation
de direction, c'est-à-dire être élu, c'est faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi ensuite les mettre en application. Depuis des années, depuis des décennies, les dirigeants grecs, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient parce qu'il y a eu différentes couleurs qui se sont succédées, n'ont jamais pris les décisions permettant d'avoir un cadastre, de faire payer l'impôt à ceux qui ne le payent pas, etc., etc. Et donc, on est dans une situation terrible. Vous parliez des riches, des armateurs. Depuis l'arrivée de Syriza au pouvoir, il y a eu beaucoup de fonds qui sont partis. Oui. Des pays européens ont accueilli des fonds de très riches armateurs. On fait quoi? Enfin, je pense au Luxembourg notamment, je pense à Monaco, mais on fait quoi dans ces cas-là? On est à l'Europe, on ferme les yeux parce que c'est... Ben c'est pour ça que... Alors qu'on dit qu'on veut aider Syriza et Tsipras, alors on fait quoi? Eh ben, je pense que c'est pour ça qu'il faut aller plus loin, comme on est un certain nombre à le dire, dans une sorte de, entre guillemets, gouvernement économique de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont l'impôt est conçu et perçu dans chacun des pays de l'Union, il est différent. Et il faut faire un travail de rapprochement. Ce travail de rapprochement, il doit commencer par définir qu'est-ce qui est imposable. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui dans tous les pays de l'Union. Avoir une base commune. J'entends beaucoup parler de taux commun. C'est vrai que le taux de l'impôt sur les sociétés, il est très important en France, il est très faible en Irlande, etc. etc. Mais ce n'est pas le taux qui compte, c'est la base au départ. Donc il faut faire ce travail-là. Et ensuite, pour revenir sur l'histoire entre guillemets, de l'évasion fiscale ou d'évasion des fonds, c'est qu'il faut mettre plus de moyens sur les cellules d'échange de données financières et comptables. On dit ça depuis des années et rien ne se fait. Il y a des pas qui se font. L'Union européenne, elle se construit pas à pas. Mais il faut aller beaucoup plus vite dans cette direction-là. Je n'ai pas retenu les chiffres, mais c'est hier ou ce matin, les chiffres qui ont été cités par le commissaire européen en charge de ça. Si on arrivait à faire payer au taux le plus bas actuel de l'Union européenne les fonds qui s'échappent, on retrouverait, je crois, un demi-point de croissance. C'est monstrueux, c'est fantastique plutôt. Ouais. Alors, que pensez-vous de cette expression que j'adore d'un collègue de la presse économique qui dit l'Union européenne, en paraphrasant une citation célèbre d'un commentateur de foot, l'Union européenne, c'est une partie qui se joue à 28 où à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et est-ce que ça vous va, ça comme Non, ça ne me va pas parce que il peut pas y avoir... Dans une Union européenne telle que moi je la conçois, il ne peut pas y avoir de gagnants et de perdants. Mais de fait, c'est l'Allemagne qui fait la loi, là. Sur la Grèce, en tout cas, on a beaucoup entendu l'Allemagne, notamment le ministre des Finances, Schäuble, la chancelière. François Hollande, c'est un peu tu. Les autres, encore plus. Ouais, mais je ne sais pas si on peut dire ça quand même comme ça. Bon. L'Union européenne, c'est comme dans une famille. Hein, vous avez 28 enfants ou petits-enfants. Tout ça, c'est la même famille. Mais chacun est différent. Bon. Et tout ça, ça doit vivre ensemble, travailler ensemble. Il y en a qui sont... Il y en a qui a fait plus d'études de finance, l'autre qui est plus culturel. Il y a l'exception culturelle française. Par exemple, c'est vrai que l'Allemagne veut imposer un certain nombre de choses sur le plan financier. La France dit... dans un autre domaine, moi, l'exception culturelle française, c'est vachement important et je ne veux pas qu'on y touche. Et nous, Français, on trouve que c'est très bien de dire ça. Les Allemands, ils trouvent peut-être que c'est très bien ce que dit Schäuble. Donc, il faut aussi qu'on ait cette démarche de l'esprit, qui n'est pas très facile. Je dis que moi-même, elle m'est difficile parfois. C'est de dire, je me mets à la place de l'autre, pour essayer de voir comment il a vécu, et de comprendre ce qu'il a vécu, et ça va m'aider à aller de l'avant. Par exemple, nos amis européens qui viennent des pays de l'ex-Europe de l'Est, ils n'ont pas vécu la même chose que nous, ici, à l'Ouest. Et quand on leur parle de fonds européens pour construire un FRAC, par exemple, comme on a fait à Orléans, parfois ils se disent, mais
vous marchez pas un peu sur la tête de mettre de l'argent européen pour construire un bâtiment culturel? On a tellement de besoins, nous, pour notre agriculture. Et finalement, les deux positions, elles sont vraies. Ça dépend de quel côté on se place. Donc, il faut que cette Union européenne, elle marche, elle se donne des objectifs, elle marche de l'avant et elle permette à ceux qui sont les plus en bas, entre guillemets, de progressivement rejoindre la moyenne. C'est le cas du SMIC européen, par exemple. Pourquoi on n'y arrive pas? Et pourquoi on n'y arrivera pas? Je pense qu'on va y arriver. Ah ouais? Oui, bah, expliquez-nous donc. Eh bien tiens, on parlait de l'Allemagne. Oui. On parlait de l'Allemagne. L'an dernier, une très grande décision a été prise par l'Allemagne. Elle n'avait pas de SMIC, l'Allemagne. Très bizarre. Elle a décidé l'an dernier de mettre en place un SMIC. Alors ça va se faire progressivement sur 2 ans, mais il va y avoir un SMIC en Allemagne qui va voir le jour. Et ça, c'est bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la réalité du SMIC? C'est en Bulgarie. Je suis allé il n'y a pas longtemps. Le SMIC, enfin l'équivalent du SMIC, il est grosso modo à 150 €. Au Luxembourg, l'équivalent du SMIC, ça fait une paye. Grosso modo à ça 1900. fait une grosse paye. Oui, voilà. Grosso modo à 1900 € au Luxembourg. Bah oui. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas du jour au lendemain passer de 150 à 1900. Mais en même temps, le coût de la vie en Bulgarie, il n'est pas non plus le coût de la vie au Luxembourg. Donc il faut relativiser tout ça et mettre tout ça en perspective. Yves Clément, merci d'être passé. C'est déjà fini. C'est déjà fini. C'était bien intéressant, mais vous reviendrez certainement. Pour, oui, je vois qu'il y a écrit ici, il est interdit de boire, fumer et manger. Donc on a discuté. C'est ça, nous avons discuté. En tout cas, merci de votre participation à 20h en pu. Vous revenez très vite.